Raoul Follereau était un poète, un orateur, un avocat et surtout un éveilleur de conscience. Il est d'ailleurs plus connu pour son combat contre la lèpre qui lui fit sillonner le globe au point d'en faire 33 fois le tour du monde. Il se battait contre l'exclusion que cette maladie provoquait et provoque encore, et sa bataille s'étendait aussi à ces autres lèpres que sont l'ignorance et la pauvreté. J'ai bien aimé, en relisant un peu les écrits de Raoul Follereau, il pose beaucoup la question à la jeunesse, pourquoi la vie, pourquoi la vie? Et voilà, moi j'ai eu la chance, je pense à un moment un peu charnière, avec le décès de ma mère il y a quelques années, de me poser la question, pourquoi la vie? Et qu'est-ce que je fais sur cette terre avec mon épouse? Et je pense que cette question de l'urgence de la vie a été le déclencheur de notre départ à Marseille en fin 2013. Et puis, j'ai bien aimé aussi le terme de mission de ma vie, parce qu'on pourrait dire mon nouveau boulot à Marseille, j'ai été muté. Et en fait, je pense que le terme de mission est assez beau dans le sens où, pour moi, c'est justement un peu plus qu'un job. Et puis, il y a le côté, une mission, ça se reçoit. Et alors, nous, c'est arrivé par mail. On était donc à Paris, un peu à l'écoute, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Et pourquoi on est fait? Et c'est donc arrivé par mail, un mail laconique d'une certaine Inès qui bossait dans un patronage au cœur des quartiers nord, dans la cité des Lauriers, disant « Maëlys et Christophe, on cherche à monter une école, on a pensé à vous, est-ce que ça vous dit ?» Point. Et du coup, voilà, en tout cas, nous, ça a été hyper clair tout de suite. On s'est dit qu'on était... ça ne venait que confirmer des intuitions qu'on avait autour d'un projet sur l'éducation, autour de faire quelque chose en couple, et puis vivre la fraternité et le don de nous-mêmes. Donc nous, avec mon épouse et mes deux enfants, maintenant, on a vécu pendant 2 ans dans la Cité des Lauriers pour savoir un peu ce que c'est que la vie. Et donc on a pu rencontrer vraiment de manière très fraternelle et quotidienne les futurs parents d'élèves et puis aussi tous les habitants de cette cité. Donc les Lauriers, c'est 2000 habitants dans une barre qui fait 400 mètres de long. Donc c'est une sorte de petit village. Ça fait 13 étages. Moi, je peux vraiment vous dire que les parents qui y habitent, les familles qui y habitent, les parents sont des héros. Alors il y a 5% de gens qui font du trafic et qui pourrissent la vie des autres, mais la grande majorité sont des gens, ne serait-ce que vivre au 10e étage avec 5 enfants quand l'ascenseur ne marche pas et que le vide ordure non plus. Déjà, la vie quotidienne est compliquée, mais en plus, quand on rajoute le fait que le parking n'est pas sûr, le fait que le facteur ne passe pas, le fait qu'on est perpétuellement sous l'oppression du regard de l'autre, ce qui est, je pense, la plus grande des souffrances quand on habite dans un quartier comme ça. Voilà, là, je pense que je peux dire que les parents à qui on s'adresse sont vraiment des héros et qu'ils sont vraiment prêts à se battre pour leurs enfants, mais ils en sont souvent démunis. Soit ils ont perdu espoir, l'expérience qu'ils ont eue de l'école, soit d'abord à titre personnel et puis en tant que parents dans leurs premières années d'éducation, sont souvent marqués par le fait d'être convoqués tout le temps pour nous expliquer que notre gamin est un con. Au bout d'un moment, on n'y va plus. C'est ce qu'ils nous disent. Le fait d'avoir... en fait, que l'école est vraiment fermée. Parce que du coup, il y a sûrement eu des problèmes, et légitimement, hein, les 2 écoles publiques qui sont dans le quartier font du bon boulot, mais c'est vrai que... et ils se donnent vraiment... Mais il y a vraiment une barrière entre l'école et les parents. Et ces 2 mondes qui se séparent de plus en plus, les parents pensant qu'ils n'ont pas leur place à l'école disant que les parents font mal leur boulot, et de toute façon, ces 2 mondes qui se comprennent difficilement, en tout cas c'est ce qu'on a pu voir. Mais en même temps, c'est des parents qui disent mais moi je suis prêt à faire des trucs, quoi. Et je pense notamment à Nassera, qui est une maman qui me disait, mais si, c'est justement la maman de Karim, qui disait, mais si jamais Karim arrive au collège, j'aurais fait quelque chose de grand en tant que maman. Et je me suis dit, tiens, là c'est une super responsabilité pour nous, parce que il ne s'agit surtout pas de lui dire donnez-nous votre fils, on va s'en occuper, vous inquiétez pas, on est super, machin. Et donc on va s'occuper de votre fils. C'est vraiment, tiens, comment est-ce qu'on va remettre en selle cette maman et comment est-ce qu'on va lui demander des choses pour que elle et nous, ensemble, on puisse faire quelque chose de grand pour Karim et qu'elle puisse
toute sa vie ensuite dire « j'ai sauvé mon fils ». Donc concrètement, ça veut dire d'abord ouvrir les portes. Donc l'école est très ouverte, les parents sont bienvenus. Le soir, un enfant peut dire « viens maman, je vais te montrer un truc dans la classe ». On a un certain nombre de rituels de début, fin de semaine où les parents sont là. On a des rituels plus exceptionnels. Là, ces derniers temps, on a remis les stylos-plumes à nos CP. Et donc à ce moment-là, quand les CP écrivent de manière suffisamment belle et délicate, léger comme une plume, sur leur cahier, eh bien, au début, au crayon de papier, on leur remet leur stylo-plume, et du coup, en présence des parents. La remise nos élèves ont un uniforme, l'uniforme est remis avec les parents. Les parents se relaient aussi pour faire des tours de ménage de l'école, les parents participent financièrement, à peu près 70 € par mois. Notre première mission, c'est vraiment, pour faire court, je pense que notre école, elle est un mélange entre école et scoutisme. Et scoutisme sur toutes ces questions éducatives. Et je pense que du coup, l'éducatif vient vraiment en premier pour développer la confiance. Parce que des enfants qui ont peur de se faire taper à la récré, des enfants qui ont peur, comme Karim par exemple, quand il est arrivé, de lire, parce qu'on s'est tellement moqué de lui qu'il ne voulait plus lire. Voilà, tant que la confiance n'est pas rétablie et que l'enfant ne se sent pas à sa place, on ne peut rien faire sur le côté apprentissage, ou en tout cas, on va prendre beaucoup plus de temps. Donc notre premier enjeu, c'est ça, et Follereau disait, il s'agit de construire et de semer, et je pense que c'est exactement ce qu'on fait, c'est qu'on construit des trucs, et puis on en sème d'autres pour la suite. Donc sur la question de l'éducatif, en fait, le terme confiance résume tout. Donc d'abord, le terme on travaille sur la confiance de l'enfant en lui, de manière très concrète. On lui donne une place, une grande chanson de l'école qui dit « Moi je suis unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi, toi tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi ». Les deux derniers points sur la confiance, c'est la question de donner, et je pense que ça c'est clé, en tout cas pour nos jeunes qui sont nuls, vu de eux qui sont nuls, on leur dit qu'ils sont nuls, et voilà, et qu'ils n'ont rien à espérer. En fait, on les met en situation de donner, et de se donner. Alors ça passe aussi bien dans les services à l'école, donc après les repas, ils font les services de ménage, de vaisselle et même des toilettes, ce qui permet, entre parenthèses, d'avoir des toilettes propres tout le temps. Il n'y a pas de rouleaux de PQ mouillés qui sont mis, parce qu'ils savent que c'est eux qui me nettoieront. On fait des services dans une maison de retraite, une fois par mois, même maintenant un peu plus, dans 2 maisons de retraite de notre quartier. Et ça, c'est des moments où les enfants vraiment... voilà, je pense qu'on est plus pauvre à partir du moment où on a quelque chose à donner. Mais sauf que tant qu'on n'est pas en situation de donner, on ne sait pas, quoi. Donc nous, on s'évertue vraiment à leur donner des occasions de se donner. Et aussi de donner aussi des poésies. Là, hier, Yacine avait travaillé un petit texte du bourgeois gentilhomme sur la leçon d'orthographe, qui est vraiment à se plier de rire. Et voilà, on lui a mis un peu la pression en lui disant « Travaille, et puis tu la présenteras devant tout le monde dans 3 semaines. » Et donc, voilà, mettre les élèves en situation de donner. Et puis, il y a des beaux moments, je pense à Karim, qui vient d'assez loin, qui accueillait il y a un nouvel élève, donc Antoine, qui est arrivé en cours d'année il y a peu de temps, et puis parfois il tire un enfant au hasard, donc on a tiré le nom d'Antoine ce matin-là, et puis chacun lui donne donc ça se passe en classe, et puis chacun lui dit des compliments, lui dit des qualités, ou bien dit des beaux moments, rappelle des beaux moments vécus avec cet enfant. C'est un outil extraordinaire, ça s'appelle l'élève cadeau, et donc c'est Antoine qui est tiré, et Karim lui dit Antoine, tu es érudit. Et alors, dans la bouche de Karim, c'est absolument incroyable. Et alors, Antoine dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'érudit? Alors qu'Antoine, c'est le champion, toute catégorie de la lecture et de la culture générale à l'école. Il a d'autres difficultés, mais il est très doué. Et donc, Karim lui explique que érudit, ça veut dire intelligent. Et surtout, il se retourne vers sa maîtresse en disant « Maîtresse, j'ai appris un mot à Antoine !» Voilà, et c'était vraiment le plus beau. Et après, on a fait le lien après parce que j'entendais il se traitait de Jean de La Fontaine à la récré. Je lui dis « Mais on n'en a pas fait des extraterrestres. Hein. » Je vous dis des petits mots parce que c'est vraiment drôle, mais il se traitait de Jean de La Fontaine et puis on s'est dit « Mais pourquoi ?» J'ai entendu ça et la maîtresse m'a dit « Mais je pense que c'est à cause de érudit de ce matin. Il traite Karim de Jean de La Fontaine. » Voilà. Mais c'est beau de voir que les enfants... voilà, s'approprient cette culture à leur manière, vraiment à leur manière, et qu'ils aiment jouer avec, quoi. Vous auriez vu Yacine hier sur scène, sur sa leçon d'orthographe, c'était à se plier de rire, et voilà, ça vaut le coup de leur proposer du beau. Souvent, quand les gens viennent en classe, ce qui est bien, c'est que l'effet direct, c'est surtout que les instituts reçoivent beaucoup de compliments, et ça, c'est aussi bon de les entendre, même s'il y a parfois des choses à améliorer. Je pense que dans le boulot d'éducateur au quotidien, c'est bon parfois quand quelqu'un dit « c'est bien ce que tu fais ». Voilà, donc ça, la dynamique d'équipe et le côté
progrès continu, ouverture, je pense que c'est hyper important. Il y a la co-construction avec les parents. Et puis il y a l'espérance. Moi je voyais un des textes de Follereau là, qui disait il y a tant de ciel au-dessus de nous. Et je pense que nous on a la chance à Marseille de bien le voir. Et c'est vrai que voilà, on prend l'habitude avec les instituts de tous les 15 jours, on a une réunion de 4 heures de travail et on commence toujours par un temps de relecture des réussites et des belles choses. Et en fait, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai une place de témoin privilégié. C'est d'une densité de vie absolument extraordinaire. Et c'est beau de le voir ça, parce que sinon, on a tendance à ne s'arrêter que sur les problèmes. Donc, il faut qu'on s'applique à nous ce qu'on demande de faire aux élèves. D'abord, le constat. Et le constat est vraiment tragique. Et je crois que le mot n'est pas trop fort. Notre pays est aujourd'hui devant une crise éducative majeure, et cette crise éducative, elle est au cœur du problème que nous traversons collectivement, au cœur de tous les problèmes, me semble-t-il, que nous traversons collectivement, aussi bien des questions d'économie et d'emploi, car quand on parle d'emploi, il faut parler de ce qui prépare l'emploi de demain, c'est-à-dire de nos écoles, que, évidemment, des questions de citoyenneté, d'intégration. De fait, nous sommes brutalement rappelés à la dimension tragique de l'histoire par la crise de notre école, qui est pour quelque chose. Nécessairement, cela ne peut pas être autrement, dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à travers le terrorisme contemporain. Le point commun de tous les jeunes, car ils sont tous jeunes, hélas, qui ont causé les attentats de janvier et de novembre dernier en France, c'est qu'ils ont été scolarisés dans notre pays pendant des années, qu'ils y ont parfois même fait la totalité de leur parcours scolaire, parfois même jusqu'au bac, qu'en tous les cas, ils ont collectivement passé, non pas des centaines ni des milliers, mais des centaines de milliers d'heures sur les bancs de notre école, de notre collège, de notre lycée. Et quand nous voyons le résultat et le niveau de désintégration que ce parcours scolaire produit, sans qu'il soit le seul, évidemment, facteur explicatif, bien d'autres viennent s'ajouter, malgré tout, on se dit que nous avons forcément manqué quelque chose. Que nous avons forcément manqué quelque chose dans Mohamed Merah, dans Amédi Koulibaly, que nous avons forcément manqué quelque chose dans les frères Kouachi, et dans bien d'autres qui, aujourd'hui, sont dans nos salles de classe avec un tel degré, à nouveau, renouvelé, de distance à l'égard de notre pays, à l'égard de notre culture, à l'égard de tout ce qui peut fonder leur insertion dans la société. De distance même tout simplement à l'égard de leur propre nature, car le propre de cette violence, c'est qu'elle est proprement inhumaine. Et nous devons regarder le mystère du mal qui traverse notre pays comme étant aussi lié à cette faillite éducative. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que nous ne sachions pas transmettre ce qui fait le fondement, ce qui fait le cœur de notre humanité commune, non pas seulement de notre société commune, ni même de notre pays, mais de notre humanité commune. La maîtrise des fondamentaux est fragile dans tous les autres domaines. 23% des jeunes français à la fin de la classe de 3e ne maîtrisent pas les fondamentaux en histoire et en géographie, 26% dans la culture scientifique, etc. De fait, ce jeune Français sur 5, que nous voyons sortir de la classe de 3e avec un niveau de maîtrise insuffisant du français, nous le retrouvons quelques années après, au moment de la journée de défense et de citoyenneté qui a remplacé le service national, et qui est l'occasion de faire chaque année, sur tous les jeunes Français à leur majorité, un test de lecture. Ce test de lecture, peut-être vos enfants, vos petits-enfants, peut-être vous-même l'avez fait, il n'est pas d'une grande difficulté, c'est vraiment un test de lecture, il n'y a pas de compréhension du tout. Il consiste ordinairement dans la lecture d'un programme de cinéma. On vous donne un programme de cinéma et on vous demande devant ce programme de dire à quelle heure passe tel film et quel acteur joue dans telle ou telle production. Eh bien, cet exercice a représenté, à la session 2015 de la journée de défense et de citoyenneté, une difficulté majeure pour 21% des jeunes interrogés. C'est-à-dire 21% des jeunes interrogés ont soit mis un temps très important à répondre à la question, soit n'ont pas su répondre, n'ont pas répondu ou ont répondu à côté. Ce qui veut dire qu'encore une fois, un jeune Français sur 5 à 18 ans est aujourd'hui en situation d'illettrisme total ou partiel. Bon, alors bien sûr, je ne vous vois pas parce que nous sommes un peu éblouis par la lumière, mais je vous devine quand même dans la salle, car nous sommes ici à Versailles. Je me doute que vous avez parfois du mal à vous représenter ce jeune Français sur 5. Que vous vous demandez où il se trouve, ce jeune Français sur 5. Eh bien, c'est un scoop, il n'est pas à Saint-Jean-Ulst. Il n'est pas non plus au lycée Hoche. Ce jeune Français sur 5, il est concentré, évidemment... En fait, il n'y a pas un jeune Français sur 5. C'est-à-dire, il y a des lieux où il n'existe pas et il y a des lieux où ils sont 2 ou 3 sur 5 dans une classe de collège, dans une classe de lycée. Est-ce qu'on se rend compte comme la classe est difficile? Est-ce qu'on se rend compte comme l'école est violente quand il faut beaucoup de temps pour déchiffrer une question? Est-ce qu'on se rend compte comme le monde est violent quand on n'a pas la facilité à déchiffrer les messages les plus simples qui traversent le monde d'aujourd'hui?
Quand vous n'arrivez pas à savoir à quelle heure passe un film au cinéma, c'est que vous êtes en quelque sorte exclu du monde dans lequel vous vivez. Et si ces jeunes en sont exclus, ce n'est pas qu'ils sont réfractaires, ce n'est pas qu'ils sont moins doués, ce n'est pas qu'ils sont moins forts, mais c'est qu'ils sont les grandes victimes de l'échec de notre école. Et cet échec de notre école, c'est la dernière statistique qu'il faut ajouter au diagnostic, il est inégalement partagé, très inégalement partagé. Le système scolaire français, la dernière enquête PISA nous l'a appris en 2013, le système scolaire français est devenu le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire celui qui produit la plus grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, et nous avons encore bien des raisons de nous réjouir de la réussite de ceux qui réussissent, mais il faut voir le degré d'écart qu'il y a avec l'échec de ceux qui échouent, et surtout, chose sans doute plus terrible encore, le système scolaire français est celui où vous pouvez le mieux prédire le parcours scolaire d'un élève à partir de son milieu social d'origine. C'est-à-dire celui où la réussite scolaire d'un élève est la plus directement déterminée, la plus directement corrélée à son milieu social d'origine. Alors, comment comprendre cet échec? Comment comprendre cette catastrophe? Comment comprendre, encore une fois, cette blessure très profonde au cœur de notre société qui fait que certains jeunes, à l'intérieur de notre pays, peuvent légitimement, avec toute leur bonne volonté, se sentir relégués à une forme d'exclusion sociale, d'exclusion scolaire, et même, si j'osais aller jusque-là, à une forme d'exclusion du champ de l'humanité ordinaire. De fait, c'est encore une fois ce qui se passe aujourd'hui, non pas parce que ces jeunes sont moins doués, moins intelligents, qui pourraient le prétendre, qui pourraient l'affirmer. C'est toute la catastrophe absolue du diagnostic inversé que nous sommes en train de faire. Je discutais récemment avec un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale sur la récente réforme du collège. Et il me disait, mais vous devriez être ravis de la réforme du collège, parce qu'avec l'accompagnement personnalisé, l'autonomie des établissements, nous allons pouvoir varier les réponses apportées aux jeunes. Et il me disait, dans les collèges privés ou dans les collèges de centre-ville un peu favorisés, on poussera les jeunes un peu plus loin dans leurs capacités, dans leurs compétences. Et dans les collèges de banlieue, on fera du soutien scolaire. Mais ça veut dire quoi? Qu'en banlieue, on est moins intelligent qu'en centre-ville? Que quand on est dans une famille socialement favorisée, on a plus de talent que quand on est dans un quartier nord de Marseille? Mais tout ça n'a aucun sens. J'ai été accueilli donc à l'IUFM dans cette année de formation à l'enseignement qui accueille encore aujourd'hui, à travers les SP, tous ceux qui commencent à enseigner après les concours de recrutement. Et c'était une chose parfaitement normale et nécessaire que nous allions nous former pour devenir de bons enseignants, car c'est une chose de connaître une discipline, c'est tout autre chose de savoir la faire partager. Donc nous allions à l'IUFM pour devenir de bons enseignants. Rien d'étonnant à cela. Mais ce qu'il y avait d'étonnant, c'est le discours qui a structuré notre formation et que j'ai eu la chance de rencontrer d'une façon très explicite au moins, très cohérente et très complète. Et ce discours était orienté autour d'un principe très simple, vous ne devez surtout pas transmettre des connaissances. Vous êtes enseignant, vous ne devez surtout pas transmettre des savoirs. Parce que si vous transmettez des savoirs, ça veut dire que vous savez des choses que vos élèves ne savent pas. Donc vous les méprisez. Vous les traitez d'ignorants. Vous les faites entrer dans le rôle de simples récepteurs passifs. Et vous les condamnez à subir votre autorité. Vous les condamnez à connaître le carcan de vos disciplines. Et vous voyez tout ce qu'il y a d'horrible dans ce mot de discipline. Ils vont devoir recevoir de façon purement passive ce savoir que vous faites descendre vers eux avec votre condescendance de supposés sachants. Pour le dire autrement, ce que l'IUFM aurait voulu déconstruire absolument, c'est la situation que nous sommes en train de vivre maintenant, dans laquelle Raoul Follereau nous a placés, n'est-ce pas, Monsieur Descharnes? C'est-à-dire que vous nous avez invités, très bien, nous sommes là, nous sommes devant vous, nous avons un micro et vous n'en avez pas, nous sommes en plus sur cette espèce de chose horrible que nous avons heureusement retirée de nos salles de classe et qu'on appelle une estrade, une scène, c'est-à-dire que nous vous regardons d'en haut, bien sûr, et vous êtes maintenant condamnés à nous écouter pour le reste de cette soirée, et c'est l'occasion pour Christophe et moi de vous demander pardon pour toute la violence symbolique que nous sommes en train de vous infliger ce soir, et dont j'espère que vous n'allez pas sortir traumatisés. Surtout donc ne pas transmettre un savoir. Surtout ne pas tenter de jouer à tout prix la position de l'enseignant, la position de l'instituteur qui voudrait instituer quelque chose à l'intérieur de la salle de classe, instituer quelque chose dans l'esprit de ses élèves. Laissez les élèves être les auteurs de leur propre savoir. Laissez les élèves construire par eux-mêmes leur propre savoir, produire par eux-mêmes leurs propres connaissances. Au fond, cette vision pédagogique, c'est celle que vous voyez se déployer d'une façon parfaitement transparente dans la dernière réforme du collège. La réforme du collège n'est que le dernier mot apporté au discours de la rupture de la transmission. Il s'agit par exemple de rompre avec les heures d'enseignement disciplinaire, de faire éclater le carcan disciplinaire, selon les mots de ceux qui promeuvent cette réforme, pour, dans des enseignements pratiques interdisciplinaires, mettre les élèves en apprentissage autour de problèmes concrets dont ils doivent pouvoir trouver par eux-mêmes la solution. Et ainsi, nous en sommes persuadés, ainsi les connaissances auront du sens pour eux.
Plutôt que de faire un cours de physique abrutissant et coercitif, un cours de biologie abrutissant et coercitif, un cours de français ennuyeux et disciplinaire, eh bien nous allons proposer à nos élèves, comme vous l'avez peut-être vu dans les derniers manuels scolaires, de rédiger le rapport de police sur l'électrocution de Claude François dans sa baignoire. Comment n'y avions-nous pas pensé plus tôt ? Tous les problèmes de l'école sont résolus. Désormais, les élèves, nous en sommes convaincus, vont être absolument passionnés, ce qui prouve au moins une seule chose, que ceux qui font ces EPI n'ont pas vu un élève depuis vraiment très très longtemps. Enfin bon, passons, c'est un autre problème. En tous les cas, surtout ne pas transmettre des connaissances. C'est la vision qui préside à l'école d'aujourd'hui, et il faut en avoir conscience. Si je devais répondre et peut-être terminer dans les 5 minutes qui me restent en proposant un remède, peut-être une thérapeutique à la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, peut-être cette thérapeutique se trouve tout entière au fond dans l'émerveillement devant ce qu'est en fait la réalité de la culture qu'il nous appartient de transmettre. Nous avons fait de la culture quelque chose qui tourne autour du verbe avoir, quelque chose comme un capital, comme un bagage. C'est la grande expression de Pierre Bourdieu qui, en 1964, publiait Les Héritiers comme une condamnation de l'héritage qu'est la culture qui se transmet. Nous avons fait de la culture quelque chose comme un capital, et comme un capital social, comme un capital économique. Les titres scolaires, disait Bourdieu, les titres universitaires sont simplement convertibles en liquidité exactement comme les titres boursiers. Eh bien, précisément, le drame absolu, c'est que parler de la culture dans le vocabulaire de l'avoir, c'est nécessairement la tuer. La culture n'est pas quelque chose que l'on possède. La culture n'est pas quelque chose comme un bagage. Et d'ailleurs, si on décrit la culture comme un bagage, expression à laquelle nous sommes tous devenus familiers, en fait, on la détruit par avance. Parce que, remarquez-le avec moi, quand vous partez en vacances, vous faites votre valise, bien sûr, c'est tout à fait nécessaire de partir en voyage avec un bagage. Mais quand vous partez en vacances, vous faites en sorte, et c'est très rationnel, de partir avec le bagage le plus léger possible. Parce qu'un bagage, c'est encombrant, c'est pesant, c'est gênant. Un bagage, ça gêne la liberté de mouvement. Si donc la culture est un bagage, nous avons tout à fait raison de transmettre à nos enfants le bagage culturel le plus léger possible, dans la mesure de sa stricte utilité. Et d'autre part, le but de la vie, au fond, c'est peut-être de devenir, n'est-ce pas, un jour assez riche ou assez puissant pour que quelqu'un finisse par porter vos valises à votre place, n'est-ce pas ? Alors si la culture est un bagage, nous avons tout à fait raison de tenter par tous les moyens de la confier à quelqu'un qui la portera à notre place. Et ce quelqu'un, c'est Internet. Si la culture est un bagage, si la culture est un capital, si la culture est quelque chose que l'on acquiert, alors nous avons tout à fait raison de confier cette acquisition à quelqu'un qui pourra la porter pour nous. Le problème, c'est que la culture n'est pas un bagage. Le propre d'un bagage, c'est qu'il est détachable du voyageur. Vous pouvez perdre votre bagage, vous pouvez le confier à quelqu'un, justement, sans cesser d'être vous-même. Il en va tout autrement de la culture. Il faudrait beaucoup de temps pour s'émerveiller ensemble sur le grand mystère de la culture, qui ne se laisse décrire correctement, je le crois profondément, que dans le vocabulaire de l'être. En fait, la vérité, c'est que la culture est ce sans quoi personne ne devient ce qu'il est. Serions-nous nous-mêmes aujourd'hui ? C'est la véritable question. Serions-nous nous-mêmes aujourd'hui ? C'est-à-dire, serions-nous vraiment ce que nous sommes, singulièrement et collectivement ? Serions-nous la personne que nous sommes devenus ? Serions-nous vraiment humains, sans la culture que nous avons reçue ? La réponse est évidemment non. Non pas au sens où nous avons été formatés par la culture, mais au contraire, au sens où nous avons été ouverts par la culture à une infinie liberté. Quand nous étions petits, quand nous étions enfants, quand nous sommes nouveau-nés, nous étions tous capables de parler, nous étions tous capables de penser. Nos parents n'ont pas créé en nous la faculté de penser, ni nos enseignants, bien sûr. Et si nous n'avions pas été par nature capables de penser, nous n'aurions jamais commencé à penser. En revanche, nos parents nous ont transmis la langue qui était la leur, c'est-à-dire un produit culturel, le produit construit par une histoire humaine, le résultat d'une construction culturelle. Et cette langue qu'ils nous ont transmise a été pour nous la condition de notre propre pensée. Nous n'aurions jamais commencé à penser sans les mots que nous avons reçus de notre langue, de notre histoire, de notre famille, de notre école. Nous n'aurions jamais commencé à conquérir notre propre pensée. En fait, il faudrait retrouver tout simplement le sens de l'école. La réforme de l'éducation nationale est une chose finalement assez simple. Elle consiste tout entière, et il suffirait pour cela de retrouver le sens authentique de l'école, c'est-à-dire le sens essentiel de la culture et du savoir. La culture est ce sans quoi personne ne peut devenir ce qu'il est. Personne ne peut devenir vraiment ce qu'il est. Personne ne peut accomplir sa propre liberté, et personne évidemment ne peut accomplir sa nature. Reprenons l'exemple du langage, et je terminerai par là. Reprenons l'exemple de la langue, car tout est constitué dans la langue. La langue est un produit culturel, et de fait nous pourrions la décrire avec la même détestation que la culture,
avec la même détestation que avec laquelle nous regardons aujourd'hui la culture, comme le résultat d'un arbitraire culturel, comme presque un totalitarisme. C'est Roland Barthes au XXe siècle qui disait que la langue est fasciste, parce qu'elle vous a été imposée d'abord. La langue est une langue parmi d'autres, vous auriez pu vouloir en parler une autre, mais non, on vous a imposé la vôtre. En fait, ça n'était pas du tout la vôtre, c'était celle de vos parents, qui dans un espèce d'arbitraire culturel totalement dénué de scrupules, dans une violence symbolique à nouveau renouvelée, vous ont imposé leur langue, comme par hasard, et c'est devenu votre langue maternelle. Et ensuite, dans la langue que vous parliez, vous avez dû apprendre des règles. Vous avez été obligé de vous plier à son orthographe, à sa grammaire, à sa syntaxe. Toutes ces règles, complètement arbitraires d'ailleurs, complètement arbitraires, mais qu'on vous a imposées dans le centre de la violence scolaire. Parce que nous ne vivions pas encore au moment de l'évaluation bienveillante, n'est-ce pas, où nous allons maintenant mettre des gommettes et des smileys à nos élèves. Et donc, vous avez eu des notes, et parfois même des mauvaises notes, et comme le dirait Pierre Bourdieu, vous avez vu sur vos copies le rouge sang de la mortalité scolaire. Vous avez dû vous rendre à l'évidence, la langue est une discipline et il a fallu vous plier à cette discipline de la langue. On pourrait donc regarder la langue comme ce qui piège notre liberté. Et Roland Barthes écrivait d'ailleurs qu'il faut chercher la liberté en dehors de la langue. Mais où se trouve cette liberté en dehors de la langue? Précisément, vous voyez ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'en nous donnant les mots pour parler, en nous donnant même les règles de leur propre langue, nos parents ne nous ont pas privés de notre propre liberté. Au contraire, ils l'ont fondée en nous. Et quand vous-même qui êtes parents, quand vous qui êtes grands-parents, vous avez transmis à vos enfants ou à vos petits-enfants les mots de votre propre langue, vous le savez tous très bien, vous leur avez donné les moyens de parler, et non pas seulement de parler, mais vous leur avez donné les moyens de penser. Et vous leur avez donné les moyens de penser par eux-mêmes, c'est-à-dire un jour peut-être de penser contre vous. Vous ne pouviez pas prédire ce qu'ils allaient faire des mots que vous étiez en train de leur donner. Et vous étiez très loin de savoir, au moment où vous transmettiez ces mots de votre vocabulaire, l'usage qu'ils allaient en faire. En fait, le grand mystère de l'expérience humaine, le grand mystère de la médiation, le grand mystère de la culture, c'est que l'adolescent rebelle qui se révolte contre ses parents en disant « j'en ai rien à faire de tout ce que vous m'avez transmis », il le fait encore avec les mots que ses parents lui ont transmis. Toute notre liberté d'aujourd'hui, nous la devons à ceux qui nous a précédés. Et par conséquent, là où la culture se transmet, c'est la liberté qui grandit. Là où la culture se transmet avec le sens de ce qu'il y a de plus grand dans la culture, de ce qu'elle fait grandir en nous, et là où se transmet la culture, avec la fécondité de l'autorité qui est la sienne, là où on rencontre les grands auteurs avec leur autorité, c'est la liberté qui s'augmente. Je terminerai par là parce qu'au fond, je crois que c'est ce que Christophe vient de nous montrer d'une façon bien plus efficace que je ne saurais le faire en faisant la démonstration par l'exemple. Je crois que c'est la devise du cours aux Alam d'ailleurs, « Deviens ce que tu es ». Cette maxime de Pindare, qui nous vient du IVe siècle grec, si étonnante, elle nous dit en fait l'aventure de l'éducation, « Deviens ce que tu es ». Et c'est peut-être la grande mission de notre vie de retrouver le sens de cette fécondité de la culture. Deviens ce que tu es. Cette maxime nous invite à réfléchir sur ce que nous sommes devenus et ce à quoi nous devons ce que nous sommes devenus. Sans la culture que nous avons reçue, nous ne serions jamais devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Avec la richesse de la culture que nous avons reçue, nous avons trouvé le matériau de notre propre liberté. L'expérience de la reconnaissance. Je sais, je crois que nous savons, nous pouvons tous le savoir, que dans la culture que nous avons reçue à l'école ou dans notre famille, nous avons trouvé l'occasion de nous connaître nous-mêmes, de nous reconnaître nous-mêmes, dans notre propre liberté, en tant qu'être authentiquement humain. Et de cela, nous pouvons nous sentir reconnaissants. Cette expérience de la reconnaissance, elle me fait penser à ce mot de Raoul Follereau qui disait « Il ne manque qu'une chose à mon bonheur, c'est de le voir à toute la terre étendue ». Au fond, c'est peut-être ça qui peut motiver l'engagement d'un enseignant. Je sais que dans la philosophie, j'ai trouvé l'occasion de me reconnaître moi-même d'une façon très singulière, dans bien d'autres disciplines aussi, mais dans la philosophie singulièrement. Et cette expérience, vous voyez, qui a pu contribuer d'une façon si singulière à la reconnaissance que j'ai vécue de moi-même dans l'aventure de cette année de terminale, eh bien, il n'y manque qu'une seule chose, c'est de pouvoir permettre à d'autres de la vivre à leur tour. Et il ne manque qu'une chose à mon bonheur, c'est de le voir à toute la terre étendue. Je me rappelle cette anecdote incroyable qui m'a effectivement beaucoup marqué, ma première année d'enseignement, j'étais donc au lycée Renoir, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure des 16 poèmes contre les 4. Un jour en cours, en décembre, en terminale S, je fais cours à mes élèves sur le Gorgias de Platon. Autant vous dire, un vendredi après-midi en terminale S, le Gorgias de Platon au lycée Auguste Renoir. Bref, c'était pas facile du tout, bien sûr. Dans le Gorgias de Platon, il y a ce passage merveilleux où Socrate parle avec Calliclès, et Calliclès dit à Socrate « Pour moi, tu sais, Socrate, le bonheur, c'est d'avoir beaucoup de pouvoir et d'avoir beaucoup de désirs pour satisfaire par le pouvoir qu'on a gagné tous ces désirs. » Alors Socrate dit à Calliclès « Mais la vie que tu me proposes, Calliclès, elle est catastrophique, cette vie. Elle est pire que la mort, et même elle est pire que la pire des malédictions de la mort, parce que comme nous avons toujours plus de désirs, si le but de notre vie, c'est de satisfaire tous nos désirs, en fait, on n'en aura jamais fini. On poursuit un objectif qui ne sera jamais atteint, on ne sera jamais satisfait.
Et par conséquent, notre vie se résume à l'entreprise délirante qui consiste, comme dans la malédiction antique, à remplir un tonneau percé avec une passoire. Donc je dis aux élèves, c'est une allusion au mythe des Danaïdes. Vous connaissez le mythe des Danaïdes? Non, disent les élèves, donc je leur explique. Et me vient à l'esprit ce vers d'Apollinaire, que je citais encore avec mes élèves hier, qui dit « Ô mon tonneau des Danaïdes, comment faire pour être heureux comme un petit enfant candide ? Je ne veux jamais l'oublier, ma colombe, ma blancherade, ô marguerite exfoliée, mon île au loin, ma désirade, ma rose, mon giroflier. Et toi qui me suis en rampant, Dieu de mes dieux morts en automne, tu mesures combien d'empans j'ai droit que la terre me donne, ô mon ombre, ô mon vieux serpent. Au soleil, parce que tu l'aimes, je t'ai mené, souviens-t'en bien, ténébreuse épouse que j'aime, tu es à moi en étant rien, ô mon ombre en deuil de moi-même. Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire, avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? Bon, enfin, j'ai continué à réciter le poème, donc c'est la chanson du Mal-aimé d'Apollinaire, je ne vais pas vous le faire en entier parce que c'est très long et donc je ne voudrais surtout pas dépasser mon temps de parole, ce que j'ai sans doute déjà fait, mais enfin... Et donc j'ai fait exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire le vers m'est venu à l'esprit, je le récite comme ça, sans introduire, sans expliquer, jusqu'à la fin, donc c'est beaucoup plus long que ça, hein. Et là, il s'est produit une espèce de miracle, c'est-à-dire que pour la première fois de l'année, on était en décembre, c'était la première fois de l'année, quand j'ai eu terminé de réciter le poème d'Apollinaire, la chanson du Mal-aimé, il y a eu dans la salle un silence spontané. C'était vraiment miraculeux, c'était vraiment incroyable, c'était tellement étonnant que les élèves eux-mêmes en sont restés tout étonnés et que personne n'a rien dit. Tout le monde s'est tu, mais vraiment, je vous promets que c'était phénoménal. Il s'est produit un tout petit peu de ça à l'instant même, mais là, c'est pas un miracle, parce que vous êtes tellement bienveillants depuis tout à l'heure que vous nous écoutez avec une attention sans faille. Mais vous voyez, cette espèce de silence du texte qui s'impose de lui-même. C'est-à-dire, je pense que les élèves n'ont rien compris, bien sûr. Enfin, en fait, moi, je la connais par cœur, la chanson du Mal-aimé, je n'ai toujours pas compris, donc je pense qu'ils n'ont pas compris non plus. Mais c'était beau, et précisément, ça les dépassait, et dans ce dépassement, ils retrouvaient quelque chose qui s'imposait à eux, et qui méritait d'être contemplé. C'était vraiment miraculeux. Ça a duré sans doute 10 ou 15 secondes qui m'ont paru une éternité, au bout desquelles Anis Rachid, qui était au premier rang, a levé les yeux et m'a dit « Eh monsieur, sérieusement, c'est pour draguer, vous avez appris tout ça ou quoi ?» Alors, je lui ai dit, surtout, il ne faut pas essayer, ça ne marche pas du tout. Enfin, bon. Et le vrai miracle, c'est que la semaine d'après, le même cours avec la même classe, les élèves de la même classe me disent au milieu du cours, au milieu de nulle part, comme ils en ont l'habitude, « Eh monsieur, on pourrait avoir des poèmes, là, comme la dernière fois ?» Alors là, je me dis, c'est les élèves qui veulent raccourcir le cours de philosophie, vous voyez, donc il ne faut surtout pas céder à l'entourloupe. Je dis, si vous voulez, mais après la sonnerie. La sonnerie passe, vendredi après-midi, c'est le week-end, vous voyez. La sonnerie passe, tous les élèves restent dans la classe, et je récite un autre poème, « Beaux endormis » de Victor Hugo. Et à la rentrée de janvier, les élèves des autres classes que j'avais dans le même lycée me disent, « Eh monsieur, on pourrait avoir des poèmes, nous, comme les terminales aussi ?» Et avec tous les élèves que j'avais au lycée Auguste Renoir, le dernier cours de la semaine s'est terminé après la sonnerie par une poésie. Et j'ai acheté 30 anthologies de la poésie française de Pompidou, que j'ai laissées au lycée Renoir, je pense qu'elles y sont toujours. Et ces élèves, qui pour la moitié d'entre eux, un gros tiers d'entre eux, lisaient le français avec leurs doigts, se sont mis à apprendre de la poésie française par cœur.